Nous sommes au parc Ferland, près de Sept-Îles. C'est un de ces nombreux villages de maisons mobiles ou parcs de roulotte, comme on les appelle, qui ont poussé comme des champignons dans les années 50 ou 60 sur la Côte-Nord. Isolés dans le Grand Nord ou rejetés à la périphérie des villes comme celui-ci, on finit par y retrouver un peu de tout, commerce, épicerie et même des écoles. Ces parcs de roulotte ont vu défiler toutes ces vagues d'immigrants venus faire fortune dans les grands chantiers hydroélectriques, miniers ou portuaires qui poussent alors sur la côte. Symbole de l'éphémère et du temporaire, souvent décrit comme la version moderne des bidonvilles, plusieurs se sont enracinés lentement et font maintenant partie du décor urbain. C'est l'histoire d'une Côte-Nord prospère, celle de l'eau et des mines où les gens qui y vivent ne sont plus de passage pour quelques années. Dès 1950, la Côte-Nord part à la conquête de deux nouvelles ressources, l'hydroélectricité et le fer. C'est l'époque des grands investissements à coût de milliards de dollars et d'une véritable explosion démographique qui fait passer la côte de 40 000 habitants en 1951 à 115 000 en 1981. Sept-Îles et Baie-Comeau se développent en centre urbain important. La conquête de l'arrière-pays mobilise des milliers de travailleurs pour la construction des barrages et l'exploitation minière. L'histoire de cet arrière-pays est déjà marquée il y a quelques siècles par l'arrivée de Jacques Cartier qui, désolé par les falaises et le relief rocheux de la Basse-Côte, l'avait surnommée la terre que Dieu donna à Caïn. Il ne pouvait se douter qu'on y trouverait un jour des gisements miniers ou du potentiel hydroélectrique. Seuls les chasseurs montagnais et Naskapi parcouraient les montagnes et la toundra à la poursuite du caribou et des animaux à fourrure. Les cartes de cet immense territoire appelé Labrador resteront longtemps muettes. Rares sont les Blancs qui s'éloignent du littoral. Ce n'est qu'en 1866 qu'un missionnaire, le père Babel, trace une première carte de l'intérieur. Pourtant, les Blancs ont déjà envahi le littoral au 19e siècle. À l'est, des villages de pêcheurs se sont établis. Au sud, des scieries se sont installées à l'embouchure de chaque rivière. C'est justement par ces rivières que l'invasion de l'intérieur des terres va débuter. Tout au long du siècle passé, on va chercher les billots de plus en plus loin. On aménage des rivières pour le flottage avec un premier système de digues qui font sans cesse reculer la zone d'inconnu. Mais dès 1900, on s'intéresse à ces rivières bien encaissées dans le roc qui peuvent fournir l'énergie nécessaire à la nouvelle industrie. Un ministre du gouvernement québécois de cette époque disait même « Tous ces fleuves du Nord charrient entre leurs rives à peine connues des forces, des énergies dont il est impossible de préciser la grandeur. C'est du Nord que viendra la prospérité. » Ce sont les compagnies privées qui, les premières, utilisent le pouvoir hydroélectrique. Notamment à Shelter Bay, la compagnie construit un barrage en 1918 pour alimenter son usine d'écorçage. Plus tard, c'est l'Ontario Paper qui en érige un autre pour sa future usine de papier à Baie-Comeau. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on mettra en valeur le potentiel hydroélectrique. La guerre, en effet, entraînera une poussée formidable d'industrialisation et le Québec va alors définitivement basculer d'une société rurale et agricole vers une société urbaine et industrielle. D'ailleurs, à Grande-Bergeronne, le retour de guerre du soldat raté provoque tout un émoi quand l'estrade s'affaisse. La Côte-Nord offre un potentiel imposant de 75 milliards de kilowattheures, mais la majorité des complexes hydroélectriques sont sous le contrôle de l'industrie privée. Ici, c'est Duplessis qui vient inaugurer la centrale hydroélectrique Manicouagan qui permet à la compagnie de papier QNS d'agrandir son usine. Quant à la première intervention de l'État dans le domaine énergétique, elle avait débuté avec Adélard Godbout, le prédécesseur de Duplessis. Il créait ce qui allait devenir l'Hydro-Québec. Dans les années 50, c'est donc la vague des grands chantiers modernes de l'hydro avec Bercimis 1, Bercimis 2 et plus à l'est, Manic 1. Par leur conception révolutionnaire, ces méga-projets allaient être une réussite complète. Tous les jours, toute l'année, sans répit, une méthodique et minutieuse activité souterraine s'accomplit dans le labyrinthe des couloirs.
La construction des centrales de Bercimis 1 et 2 allait aussi amener la création d'une première ville champignon, Labrie-Ville, avec commerce, école, église. Reliée à Forestville sur le littoral, qui devient alors un important centre de transit, Labrie-Ville sera progressivement abandonnée, puis démantelée en 1975. Après Bercimis, l'Hydro-Québec planifiait un nouveau projet, Manic 2, qui débute en 1960. La construction de ce barrage sera une autre première puisqu'il s'agit du plus grand barrage poids à joint évidé au monde. On dit à joint évidé puisqu'il comporte dans le béton d'immenses cavernes vides qui vont du roc de la base jusqu'au sommet. Ces joints évidés ou alvéoles constituent une sorte de soupape aux pressions causées par les infiltrations d'eau et qui ont tendance à soulever les barrages et qui sont leur principal ennemi. Nous sommes en 1960, au début de la Révolution tranquille sous le gouvernement de Jean Lesage. Une vague de nationalisme déferle sur le Québec. C'est la bataille de l'électricité, celle qui porte sur la nationalisation de toutes les compagnies qui possédaient alors la plus grande partie du réseau. En 1962, le gouvernement procède à la nationalisation au coût de 600 millions de dollars. L'Hydro-Québec pourra alors se lancer dans une grande offensive de développement centrée sur le complexe Manic-Outarde. On verra alors pousser tout un éventail de barrages dans les années suivantes. Outarde 2, Outarde 3, Outarde 4, Manic 5 et Manic 3. Avec Outarde 3 et 4 et Manic 3 allait naître une ville, Miquois. Les travailleurs avec leurs familles devront cependant la quitter à sa fermeture en 1976. Le matin de notre départ, en cours de route, ma fille Linda m'a demandé Maman, ça va être drôle maintenant quand les gens vont nous demander où es-tu né? Puis elle a dit on va leur répondre Miquois, mais c'est où ça, Miquois? Je dis il va falloir que tu leur expliques qu'est-ce que c'est, Miquois, pourquoi ça existait, puis pourquoi maintenant c'est disparu. Puis tu seras capable d'expliquer vraiment qu'est-ce que tu as vécu là. Puis que c'est difficile maintenant de quitter ce qu'on a vécu. Au village, à Miquois, c'était un endroit où il y avait il y a eu la possibilité de 400 roulottes déjà. C'est-à-dire 400 familles, ce qui peut équivaloir à 1500 à 1600 personnes en tout. Où on avait des services, on avait des écoles, une école, c'est-à-dire on avait la chapelle, on avait l'hôpital, on avait l'épicerie, on avait le bureau de poste. On avait même la banque à un moment donné, là, au village aussi. Toute cette façon de vivre, ça faisait que c'était vraiment agréable d'être là. La construction du complexe Manic-Outarde a exigé un travail énorme en peu de temps. Par exemple, les barrages en enrochement d'Outarde 4 ont été construits à même les roches qu'on y trouvait sur place. On pourrait croire que l'édification d'un barrage en enrochement se fait au hasard, tant les matériaux utilisés sont grossiers en apparence. Il faut au contraire trier les roches selon leur diamètre, détacher de chaque quartier de roc tous les éléments que l'eau pourrait emporter au cours des années. Il faut aussi broyer les arêtes et les angles des rocs pour augmenter leur surface portante. Si l'on mettait l'une derrière l'autre les charges de roches transportées à Outarde 4, cela donnerait un convoi d'1 million de camions s'égrenant sur une distance de 6000 milles. Il aura fallu 3 ans pour édifier pied par pied les 8 barrages d'Outarde 4. Quant à Manic 5, c'est celui qui frappe le plus l'imagination des Québécois. Il s'agit du plus grand barrage à voûte et contrefort au monde. Le système de voûtes multiples peut résister à la formidable pression de l'eau en prenant appui sur des contreforts ancrés dans le roc de fondation. Surnommé barrage Daniel Johnson, en souvenir du premier ministre qui y est décédé en 1968, il deviendra vite le symbole de toute une génération qui prend conscience de ses capacités et de sa force. Mais en 1978, toute la construction du complexe Manic-Outarde est terminée. Il ne reste plus rien de ces villages champignons. Ne leur survivent que quelques bâtiments pour accueillir les milliers de touristes qui y viennent chaque été. La majeure partie des travailleurs s'en sont allés du côté des chutes Churchill au Labrador et vers la baie James.
Les barrages sont là pour un bon bout de temps, mais les barrages ne sont pas éternels. Ils ont une durée de vie de 50 ou 60 ans. Alors, qu'est-ce qui arrivera lorsque ces barrages-là seront devenus désuets? De toute façon, dans le cas des barrages, il s'agit encore là d'une activité très ponctuelle. La durée de construction dure quelques années, attire une main-d'œuvre qualifiée qui s'en retourne par après. Parallèlement aux grands travaux d'aménagement des barrages de Bercimis et de Manicoutarde, la Côte-Nord d'après-guerre amorce en 1948 son développement minier. En quelques décennies, l'arrière-pays sera conquis. C'est ce qu'on a appelé la grande aventure du fer. Cette aventure du fer connaît cependant un précédent. En 1865, 3 financiers québécois fondent la Compagnie des mines de Moisy, du côté est de la rivière Moisy, près de Sept-Îles, dont il ne reste plus rien. Ils en exploitent le sable magnétique, dont la propriété est sa haute teneur en magnétite, un composé de fer. Les installations brûlent et c'est William Molson, célèbre brasseur et banquier de Montréal, qui rachète le tout. On y a déjà compté jusqu'à 400 travailleurs. Les barres de fer sont expédiées aux États-Unis ou à Montréal, où elles sont transformées en essieux pour wagons. Mais les industriels américains font augmenter les droits de douane du fer pour protéger leur marché. C'est une des raisons de la fermeture de ce qui aura été l'unique sidérurgie de la côte. Dans les forges de la Moisy, il y avait un séparateur magnétique Larue, un procédé assez innovateur pour son temps qui consistait à traiter le minerai de fer magnétique. Le sable magnétique était déversé sur un chariot. Le concentré de minerai de fer s'accrochait aux électro-aimants du chariot. Toutes les scories tombaient d'elles-mêmes, n'étant pas retenues par les électro-aimants. Le chariot se déplaçait à l'autre extrémité et là, le courant était coupé, ce qui permettait au concentré de fer de tomber dans la chute. C'est au four qu'on transfère le concentré en barres de fer. C'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale que les grandes compagnies américaines pénètrent sur la côte nord. Aux États-Unis, les réserves de fer sont épuisées. Les compagnies cherchent de nouveaux gisements. Le premier à être exploité est celui du lac Allard, à 30 km à l'arrière de Havre-Saint-Pierre. C'est par train qu'on achemine l'ilménite, dont le gisement est un des plus vastes au monde. L'ilménite ou fer titané est entre autres utilisé comme pigmentation dans la fabrication de la peinture. C'est la compagnie Fer et Titane du Québec, contrôlée par des capitaux américains, qui en assure l'exploitation. La mine est à ciel ouvert et le minerai est acheminé vers Havre-Saint-Pierre, d'où il est expédié par minéralier jusqu'à Sorel pour sa transformation. Puis la ronde des compagnies américaines venant investir au pays se poursuit. La plus importante, la compagnie minière IOC, débute ses opérations en 1954 après la construction d'un chemin de fer de 580 km au nord de cette île et d'une ville, Shefferville. Pour le début des travaux, on fait appel à de la main-d'œuvre locale, entre autres les Amérindiens pour le portage et le défrichage du territoire. Et dans ce temps-là, les journées, c'était 30 jours par mois. Autrement dit, c'était des journées de 6 jours par semaine. Jusqu'à temps que une gang d'Indiens décide qu'eux autres ne pouvaient pas travailler le dimanche. Parce que le dimanche, c'était une journée pour eux autres fériée. Puis en même temps, c'était une journée peut-être pour faire le grand lavage du linge. Donc, ça prenait au moins une journée pour ces affaires-là. On pourrait appeler ça peut-être une grève. Ils sont mis en grève. Ils ont été obligés de descendre du bois à pied, sans avoir de canon ni rien. Puis ils ont été obligés de descendre de cette manière-là pour protester. C'est de cette manière-là qu'ils ont gagné leur dimanche. Par après, la construction du chemin de fer allait exiger 4 années de travail.
On complète 1 000 ou 2 par jour. Au fur et à mesure que la construction progresse, l'avion devient moins indispensable, le wagon transportant les lits des travailleurs et la nourriture. Les travailleurs sont venus de partout, de toutes les provinces du Canada, des États-Unis, même d'Europe. Ils étaient près de 7000. Par des températures boréales, les conducteurs se relaient au volant et dans les sacs de couchage, réchauffés par le moteur. Des centaines d'hommes connaissent l'isolement pendant de longues semaines. Plusieurs laissent femmes et enfants à la maison et des souvenirs apparaissent. La première fois que je me suis mariée, jamais j'avais tant ri. La première nuit qu'elle a couché avec moi, moi qui voulais rire. Jamais j'avais tant ri, et il voulait rire. Elle prit sa robe et puis elle s'enfuit. Jamais j'avais tant ri. Je pris mes culottes et je la suivis, moi qui voulais rire. Jamais j'avais tant ri, et il voulait rire. Je pris mes culottes et je la suivis. Jamais j'avais tant ri. Je l'ai rattrapé sous le lit, moi qui voulais rire. Jamais j'avais tant ri, et elle m'a fait rire. C'est le 31 juillet 1954 que la première expédition de minerais en provenance de Shefferville quitte cette île. Jour de fête à cette île. Dans quelques instants, inauguration solennelle des installations par des personnages officiels. Une foule considérable se presse autour de M. Duplessis, Premier ministre de la province de Québec, et de M. Smallwood, Premier ministre de Terre-Neuve. L'évêque du temps, Monseigneur Labrie, qui bénit l'événement, s'inquiétait alors de l'appétit des compagnies américaines pour les richesses minières de la côte. Il voulait déjà mettre de l'avant des projets de sidérurgie pour la côte nord, particulièrement à cette île. Dans sa lettre pastorale, La côte nord et l'industrie sidérurgique, il écrit: Les habitants du comté de Saguenay et de la Côte-Nord réclament pour leur région des usines destinées à raffiner la matière première pour cesser d'être un petit peuple asservi sous la tutelle d'étrangers. Ces projets demeurent sans lendemain. Et voilà, en route le minerai de Lungava pour les hauts fourneaux de l'Ontario et de l'Ohio, pour les aciéries de Wheeling, Youngstown et Cleveland. Dans les années 60, la minière IOC et les mines Wabush exploitent les mines du lac Carroll et de Wabush, ce qui a donné naissance aux villes de Labrador City et Wabush. Bien que ces villes soient situées dans le Labrador terre-neuvien, elles intéressent l'économie du Québec parce que le minerai est expédié par les ports de Sept-Îles et de Pointe-Noire.
En 1961 aussi, la compagnie minière Québec-Cartier, filiale de la puissante United States Steel, débute l'exploitation du lac Janine. Pour ce faire, la compagnie construit la ville de Gagnon, un concentrateur au lac Janine, ainsi qu'un chemin de fer depuis les quais de Port-Cartier. Ici, le train parcourt la distance lac Janine-Port-Cartier à 2 fois et demi la vitesse du son. En 1975, Gagnon, dont la mine du lac Janine est épuisée, doit sa survie à Sidebec et au gouvernement québécois. C'est la mine de Fire Lake qui est maintenant exploitée et son minerai est traité au concentrateur du lac Janine. En 1974, la compagnie minière Québec-Cartier construit Fermont, la dernière ville du Nord, et exploite le gisement du Mont Wright. Elle prolonge ainsi le chemin de fer de Gagnon et construit une route jusqu'à Wabush, où est situé l'aéroport. Le concentrateur du Mont Wright est considéré comme un des plus importants au monde. Les étapes de concentration de minerais sont commandées par ordinateur et le minerai est exporté depuis Port-Cartier. Mont Wright, dont dépend la survie de Fermont, contient plus de la moitié des réserves prouvées de la côte nord. À un rythme normal d'exploitation, elle serait sans doute épuisée d'ici 1 siècle, comme toutes les autres réserves de la côte. Dans les années 70, la région de Sept-Îles semble donc être le nouvel Eldorado québécois. Là où on trouvait quelques centaines de pêcheurs en 1951, on retrouvera plus de 30 000 habitants en 1976. Port-Cartier, sa sœur cadette, atteindra les 10 000. On y recense les salaires canadiens moyens les plus élevés. Leurs ports sont vite consacrés parmi les plus gros du Canada, avec des millions de tonnes de minerais chargés sur des minéraliers qui retournent au Japon, en Europe, aux États-Unis. Mais la vague s'essouffle et la crise économique des années 80 va frapper la région de plein fouet. Aux États-Unis, les grandes sidérurgies diminuent leur production. D'autres mines de fer moins coûteuses sont exploitées au Brésil, en Afrique. On craint pour la fermeture de certaines villes minières. On a vu des compagnies s'établir il y a 25-30 ans, attirer une main-d'œuvre considérable. Et aujourd'hui, maintenant que la ressource a diminué, maintenant aussi que la concurrence est plus forte sur les marchés internationaux, maintenant qu'il y a des plus grands avantages peut-être à exploiter le minerai plus riche au Brésil, les compagnies ferment boutique et s'en vont ailleurs. Donc, je pense que c'est pas là le type de peuplement qui est le type d'organisation économique qui est favorable aux habitants de la Côte-Nord. Il faudrait penser plutôt à des exploitations de plus petite échelle, où on transforme les ressources sur la Côte-Nord et où le contrôle des activités est entre les mains des résidents de la Côte-Nord et des travailleurs qui doivent être, à mon avis, donc les propriétaires de ces entreprises-là. L'histoire de la Côte-Nord est celle d'une région ressource dont le développement est cyclique. Jadis terre de Caïn, hier encore Eldorado, la Côte-Nord d'aujourd'hui semble maintenant entrer dans un cycle de stagnation, sinon de déclin. Une histoire en dents de scie, voilà ce qu'est l'histoire de la côte. Après avoir vu l'histoire des 5 peuplements de la Côte-Nord, on peut peut-être penser à faire un certain bilan de l'opération. Dans le fond, la façon de voir ces différents peuplements-là, on peut peut-être les voir un peu comme des vagues successives qui vont venir déferler sur la côte. Les premières vagues sont beaucoup plus douces. Aujourd'hui même, ils sont enracinés dans la région. On peut penser entre autres aux Amérindiens. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont arrivés. Les compagnies vont venir les rejoindre, les compagnies de fourrure. Puis quand les compagnies partent, ces peuplements-là, puis ces 5 à 10 000 personnes aujourd'hui, sont installés, vivent sur la Côte-Nord. On peut penser aussi à la deuxième vague, c'est les pêcheurs au 19e siècle qui vont s'installer en Basse-Côte et en Mangani. Ces pêcheurs-là, les compagnies aussi vont venir les accompagner ou les poursuivre. Une fois que les compagnies ont fait leur profit, qui disparaissent entre autres pendant la crise, ces peuplements-là sont déjà assez enracinés, ils sont installés, leur Côte-Nord, c'est leur patelin, leur village sont installés. Aujourd'hui, c'est 5 à 10 000 personnes aussi dans cette zone-là qui existent. On peut penser aussi, troisième vague, la haute Côte-Nord, au siècle passé, avec les colons qui accompagnent les scieries qui se développent. Là aussi, il y a un certain enracinement qui s'est fait. Aujourd'hui, Bergeronne, Tadoussac sont des villes dans la région, les gens y naissent. Puis, là aussi, il y en est resté. C'est 5 à 10 000 personnes, une fois les scieries fermées.
Par contre, quand on tombe au 20e siècle, on a un mouvement, celui des pâtés-papiers. Il en est resté surtout une ville, dans le fond, Bécomo et un peu Forestville. Il y a un peuplement qui est beaucoup plus développé, c'est 25-30 000 personnes. Ces peuplements-là sont quand même très dépendants des compagnies. Puis dans des villages comme Franklin ou Godbout, quand la compagnie part, les villages se retrouvent avec vraiment rien devant eux. Il n'y a pas eu ou peu d'enracinement. Et puis finalement, le plus bel exemple, c'est encore la dernière vague de peuplement avec l'hydroélectricité et avec le fer. Dans ces cas-là, on va carrément construire des villages temporaires. C'est par exemple Labrie-Ville ou c'est par exemple Miquois ou Manic-5. Le barrage construit, on s'en va. Dans le cas du fer, c'est encore plus dramatique. C'est vraiment dans l'arrière-pays. On n'avait rien prévu à long terme. Quand Cheffeville ferme, c'est un désastre pour les gens qui y habitent. Quel bilan on peut tirer de tout ça, de ces 5 peuplements-là? Dans le fond, moi, je le vois un peu comme des dépôts qui sont accumulés. Aujourd'hui, on a quand même une population sur place. Il y a 100 000 personnes dorénavant qui habitent une région qui s'appelle la Côte-Nord. Une partie est en voie de s'enraciner, c'est loin d'être complété. C'est peut-être le plus beau bilan qu'on peut faire, c'est de se dire, il y a eu des Côtes-Nord. Est-ce qu'il y aurait moyen à 100 000 d'oublier nos petits patelins, nos petites zones sur la Côte-Nord, puis de finir par créer une région qui s'appelle la Côte-Nord où les régions vont s'aider l'une l'autre.